Il est des objets que l'histoire préfère oublier, des reliques que les institutions gardent dans l'ombre, non pas par négligence, mais par calcul, des pièces de métal, de cuir et de foie qui ont traversé les siècles, emportant avec elles quelque chose d'impossible à nommer, quelque chose que les archivistes appellent entre eux, à voix basse, le problème de la salle 7. Tu crois connaître les Templiers. Tu as peut-être vu les films, lu les romans, feuilleté ces livres aux couvertures dorées qui promettent de tout révéler en 300 pages. Tu penses savoir comment l'histoire se termine. Un ordre puissant, une trahison royale, des bûchers, la dissolution. Une tragédie médiévale parmi d'autres, propre, rangée, classée. Mais voilà ce qu'on ne t'a pas dit, ce que les manuels scolaires ne mentionnent jamais, ce que les historiens académiques évitent soigneusement lors des conférences internationales, non par ignorance, mais parce que certaines questions, si on les pose à voix haute dans les bons cercles, peuvent détruire une carrière en 48 heures. Il existe, dans les archives du Vatican, une section qui n'apparaît sur aucun catalogue officiel depuis 1947. Elle ne figure pas dans les guides de consultation remis aux chercheurs accrédités. Elle n'est pas mentionnée dans les inventaires publiés par la Bibliothèque apostolique vaticane. Et pourtant, plusieurs chercheurs indépendants, dont au moins 2 anciens conservateurs qui ont quitté leur poste dans des circonstances troublantes, ont confirmé son existence à travers des témoignages recueillis entre 1989 et 2019. Cette section porte un nom de code administratif, Fondo Speciale R7. Et parmi les objets qui y seraient conservés, il y a une armure, pas n'importe quelle armure. Une armure qui aurait appartenu à un chevalier templier de haut rang, récupérée lors des arrestations massives d'octobre Bourse 107, cataloguée, scellée, et depuis lors déplacée à 7 reprises selon les documents que nous avons pu reconstituer, comme si ceux qui en avaient la garde ne savaient jamais très longtemps quoi en faire ni où la mettre. Pourquoi une institution millénaire qui expose fièrement des manuscrits enluminés du 7e siècle, des sceaux pontificaux, des cartes géographiques d'avant Christophe Colomb, refuserait-elle d'exposer une simple armure médiévale? Quelle menace peut représenter un objet de métal mort depuis 7 siècles? C'est la question que ce récit va suivre. Pas de réponse facile, pas de révélation spectaculaire cousue de fil blanc. Juste les faits, les documents, les témoignages et la logique implacable de ce que tout cela implique quand on accepte de les regarder ensemble, sans cligner des yeux. Avant d'arriver à l'armure elle-même, il faut comprendre comment l'histoire des Templiers a été écrite, ou plutôt comment elle a été réécrite. En 1307, Philippe IV de France, dit Philippe le Bel, ordonne l'arrestation simultanée de tous les Templiers présents sur le territoire français. Le vendredi 13 octobre à l'aube, plusieurs milliers de chevaliers, sergents, chapelains et servants sont saisis dans leur commanderie. L'opération est d'une précision militaire remarquable pour l'époque, ce qui implique une préparation de plusieurs mois au moins, des espions infiltrés, des ordres scellés ouverts simultanément. Ce n'est pas une décision impulsive, c'est une liquidation planifiée. Les charges sont spectaculaires, idolâtrie, sodomie, reniement du Christ lors de cérémonies d'initiation secrète, adoration d'une tête appelée Baphomet, pratique magique. Des aveux sont obtenus par la torture. Des grands dignitaires avouent, rétractent, avouent à nouveau. Jacques de Molay, le dernier grand maître, finira sur le bûcher en 1314, après une série de rétractations et de nouvelles confessions qui, à elles seules, forment un document psychologique d'une intensité rare. C'est cette version de l'histoire qui a survécu. Elle est propre, elle est dramatique, elle a un coupable visible en Philippe le Bel, un martyr en Jacques de Molay, une fin narrative satisfaisante. Mais voilà où les choses commencent à se compliquer. En 2001, l'historienne Barbara Frall, alors chercheuse aux archives secrètes du Vatican, découvre un document qu'on appelle depuis le parchemin de Chinon. Ce n'est pas vraiment une découverte au sens romantique du terme. Le document était là, catalogué, mais mal classé, mélangé à des liasses de correspondance administrative du XIVe siècle.
Ce qui se trouve dans ce parchemin est, techniquement parlant, une bombe historique. Le parchemin de Chinon est daté d'août 1308. Il contient le compte-rendu d'une audition secrète menée par des légats pontificaux auprès de Jacques de Molay et de 4 autres dignitaires templiers. Et dans ce document, le pape Clément V, celui-là même qui sera historiquement désigné comme complice de Philippe le Bel dans la destruction de l'ordre, absout en réalité les Templiers de l'hérésie. Il les reconnaît comme de mauvais chrétiens, certes, mais pas comme des hérétiques au sens canonique du terme. Clément V les a absous, en secret, en 1308, et puis a laissé l'ordre être dissous en 1312, et Jacques de Molay brûlé en 1314. Pourquoi ? Pour quelle raison un pape absoudrait-il en privé des hommes qu'il condamnait en public ? La réponse officielle des historiens académiques est politique. Clément V était trop dépendant de Philippe le Bel pour agir autrement. C'est possible, c'est même probable. Mais ça ne répond pas à une autre question, celle que Barbara Frall elle-même a posée lors d'une conférence à Rome en 2007 et qui lui a valu une réaction si hostile de la part de 2 de ses collègues qu'elle a décrit la scène comme une mise à mort professionnelle tentée à ciel ouvert. La question était simple. Si Clément V possédait ce document d'absolution, qu'a-t-il fait des preuves qui avaient motivé l'absolution ? Qu'a-t-il fait des éléments qui l'avaient convaincu, lui, le pape, que les Templiers n'étaient pas des hérétiques, malgré les aveux arrachés sous la torture ? Ces éléments n'ont jamais été retrouvés dans les archives. Ils ne figurent dans aucun catalogue. Ils ont disparu, ou ils ont été déplacés. Et c'est ici que l'histoire de l'armure commence vraiment à prendre forme, parce qu'il faut comprendre une chose fondamentale. Lors des arrestations d'octobre 1307, les agents de Philippe le Bel n'ont pas seulement saisi des hommes. Ils ont saisi des objets, des manuscrits, des sceaux, des reliques, des équipements liturgiques, des armures, des armes, des tonnes de matières historiques qui ont été inventoriées, partiellement redistribuées, et dont une partie significative a tout simplement disparu des registres dans les années qui ont suivi. On estime, sur la base des registres partiels conservés à la Bibliothèque nationale de France, que moins de 12% des objets saisis lors des arrestations de 1307 peuvent être tracés avec certitude jusqu'à leur destination finale. 12%. Cela signifie que près de 88% de ce qui a été confisqué cette nuit d'octobre a simplement cessé d'exister dans les archives officielles. Parmi les chercheurs qui se sont penchés sur cette disparition massive, l'un des plus tenaces s'appelle Heinrich Müller, non pas l'historien nazi du même nom, mais un paléographe autrichien né en 1941 qui a consacré 30 ans de sa vie à reconstituer les inventaires des commanderies templières françaises. Son travail, publié en plusieurs fascicules entre 1978 et 2003 dans une revue académique spécialisée de Vienne, est d'une rigueur absolue et d'une lecture quasi inaccessible pour un non-spécialiste. Mais ce qu'il démontre, chiffres à l'appui, est vertigineux. Müller a identifié, dans les registres des baillis royaux français de 1307 à 1310, des références répétées à ce qu'il appelle les objets de grade. Ce sont des équipements personnels qui, dans la hiérarchie templière, étaient liés au rang du chevalier qui les portait. Pas simplement des outils de guerre, des objets cérémoniels, porteurs d'une symbolique interne à l'ordre, que les chevaliers recevaient lors de cérémonies de promotion, que les statuts de l'ordre décrivaient en termes très précis, mais que les chercheurs extérieurs n'ont jamais pleinement décodés, parce que les textes statutaires complets n'ont été accessibles qu'à partir de 1972, quand une version complète de la règle primitive a refait surface dans une collection privée suisse. Ces objets de grade incluaient des armures spécifiques. Pas les armures de combat ordinaires, mais des pièces qui portaient sur certains éléments. Le gorgerin, les épaulières, parfois le plastron, des marques gravées correspondant au grade supérieur de l'ordre. Müller en a identifié au moins 19 entrées dans les registres qui correspondent à des armures de grade élevé, saisies en 1307.
De ces 19, seuls 2 peuvent être tracés avec certitude. L'une a été fondue pour en récupérer le métal, ce qui est attesté par un reçu de fonderie daté de 1309. L'autre, décrite dans un registre de la baillie de Paris comme une armure de chevalier de haut rang ornée de symboles non chrétiens, mise de côté par ordre spécial, a été transférée. Transférée où? Le registre dit simplement « aux soins de l'envoyé apostolique », c'est-à-dire à Rome, c'est-à-dire au Vatican. Et c'est là que la trace officielle s'arrête. En 1309, l'armure entre dans le silence. Elle n'en sortira, si tant est qu'on puisse appeler ça « sortir », que dans des témoignages fragmentaires, des références obliques, des mentions codées dans des correspondances internes que seuls quelques chercheurs ont eu la chance, ou la malchance, de lire. Le premier chercheur moderne à avoir reconstitué quelque chose de cohérent à partir de ces fragments s'appelle Jean-Pierre Delacroix. Pas un académicien, précisons-le d'emblée, parce que cela sera utilisé contre lui. Un autodidacte érudit, ancien professeur de lycée, reconverti en chercheur indépendant, qui a commencé ses investigations en 1985 après avoir lu par hasard une note de bas de page dans un ouvrage de Régine Pernoud sur les Templiers. Cette note mentionnait, en passant, l'existence d'un fonds d'objets templiers conservé au Vatican dont l'inventaire complet n'a jamais été publié. Cette note de bas de page a changé sa vie, pas dans le bon sens du terme. Delacroix a passé les 10 années suivantes à accumuler des demandes d'accès aux archives vaticanes, à correspondre avec des conservateurs qui répondèrent poliment pendant quelques échanges, puis cessaient soudainement de répondre, à compiler des témoignages indirects, à croiser des références dans des bibliothèques à Paris, à Barcelone, à Nicosie, à Malte. En 1994, il publie à compte d'auteur un texte de 200 pages intitulé « L'inventaire manquant, les objets templiers et les archives vaticanes ». Le tirage est confidentiel. Les retours sont inexistants dans la presse, quasi nuls dans les cercles académiques, à l'exception d'une recension dans une revue d'histoire médiévale qui le qualifie, mot pour mot, d'exercice d'imagination paranoïaque présenté sous couvert de recherche. Cette phrase a manifestement blessé Delacroix profondément. Dans un journal personnel que sa fille a partagé avec plusieurs chercheurs après sa mort en 2018, il écrit, quelque temps après la publication de cette recension, « Ils n'ont pas lu le livre, ils l'ont senti, et ils savent que quelque chose ne va pas, alors ils frappent fort et vite pour que personne d'autre n'aille regarder. » Ce que Delacroix avait trouvé et qui aurait mérité d'être discuté sérieusement plutôt que liquidé en quelques lignes méprisantes, c'était un faisceau de 3 documents convergents. Le premier, une lettre datée de 1347, conservée à la Bibliothèque nationale de Madrid, écrite par un administrateur pontifical à un évêque espagnol, mentionnant « les objets de l'ordre maudit qui ne peuvent être ni détruits ni montrés, gardés dans l'attente d'une décision qui ne viendra peut-être jamais. » Le deuxième, un extrait d'un registre de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean, daté de 1320, qui recense les transferts d'actifs reçus de l'ancien ordre du Temple, après sa dissolution. L'extrait, conservé à La Valette, liste des propriétés foncières, des fonds monétaires, des équipements militaires, et se termine par une phrase curieuse. Les objets à caractère indéterminé, exemptés du transfert par décision apostolique, demeurent sous garde directe du siège. Le troisième, une note interne de la Bibliothèque apostolique vaticane, datée de 1947, découverte par Delacroix dans les archives de l'UNESCO, lors d'une procédure de catalogage du patrimoine culturel. Cette note, administrative et sèche, mentionne le reclassement d'un ensemble d'objets médiévaux en sections non consultables et précise que le contexte historique de ces objets nécessite une évaluation théologique préalable à toute consultation ou exposition. Une évaluation théologique, en 1947, pour des objets vieux de 600 ans. Qu'est-ce qui, dans une armure médiévale, nécessite une évaluation théologique 700 ans après la mort de celui qui la portait? Pour répondre à cette question,
il faut entrer dans les détails de ce que les Templiers étaient vraiment. Et je ne veux pas dire ici la version populaire, le mythe du chevalier crusader brutalement sacrifié par un roi cupide. Je veux dire la réalité documentaire de ce qu'était l'ordre du Temple à son apogée, vers 1270-1290, juste avant l'effondrement. L'ordre du Temple était, pour commencer, une organisation d'une sophistication institutionnelle absolument extraordinaire pour son époque. Il gérait un réseau financier qui anticipait de plusieurs siècles les mécanismes bancaires modernes, lettres de crédit, transferts internationaux, dépôts sécurisés. Des rois empruntaient aux Templiers, des papes leur devaient des faveurs. Leur réseau s'étendait de l'Écosse à Chypre, du Portugal à la Palestine. Mais au-delà de la machine économique et militaire, l'ordre avait développé quelque chose de plus difficile à saisir, et que les historiens, même les plus rigoureux, ont souvent du mal à nommer sans se sentir glissés vers le territoire de la spéculation. Une culture initiatique propre. La règle de l'ordre, dans sa version publique, était une règle monastique relativement standard, inspirée de Bernard de Clairvaux, austère, codifiée, pieuse. Mais les recherches menées depuis la découverte du parchemin de Chinon, et surtout depuis l'accès progressif à des fragments des statuts internes, ont révélé l'existence d'une couche supplémentaire, une série de pratiques, de cérémonies et de symboles qui n'avaient pas d'équivalent dans les autres ordres religieux militaires de l'époque. La cérémonie de réception des chevaliers, par exemple, est décrite dans les aveux de procès de manière si cohérente d'un témoin à l'autre, malgré la torture, malgré les pressions contradictoires, malgré les années qui séparent les différents témoignages, qu'il est difficile de la rejeter entièrement comme une fiction fabriquée. Quelque chose se passait lors de ces réceptions, quelque chose qui impliquait un reniement symbolique, une série de gestes rituels et la remise d'objets spécifiques aux récipiendaires, objets qui changeaient de nature et de complexité selon le grade auquel il était admis. Pour les grades les plus élevés, les précepteurs, les commandeurs de province, les dignitaires du chapitre central, ces objets incluaient des éléments d'armure. Pas l'armure de combat complète, qu'un chevalier possédait déjà depuis des années, mais des pièces spécifiques, gravées, que le dignitaire recevait et qui ne quittaient plus jamais sa possession jusqu'à sa mort ou son exclusion de l'ordre. Et sur ces pièces, il y avait des gravures. C'est là que tout devient à la fois fascinant et infiniment compliqué à démêler, parce que ces gravures sont au cœur de ce que les inquisiteurs de Philippe le Bel ont cherché à exploiter comme preuve d'hérésie, et au cœur de ce que le Vatican, selon toute probabilité, ne veut toujours pas exposer au grand jour. Les gravures en question n'étaient pas des croix, pas des symboles chrétiens reconnaissables. Elles représentaient, selon les descriptions fragmentaires issues des procès, des motifs géométriques complexes, des figures que les témoins décrivaient comme des astres et des formes qui n'ont pas de nom dans notre langue. Et dans au moins 3 témoignages distincts, un visage. Un visage sans barbe, aux traits sereins, qui n'était pas le visage du Christ tel qu'il était conventionnellement représenté à l'époque. Le Baphomet, vous pensez? C'est la conclusion à laquelle les inquisiteurs sont arrivés. C'est la conclusion vers laquelle les historiens populaires se précipitent invariablement. Mais voilà ce qui est remarquable. Le mot Baphomet n'apparaît que dans une poignée des centaines de témoignages de procès. Et quand il apparaît, il semble désigner des choses différentes selon les témoins. Un crâne, une tête sur un piédestal, une figure peinte, une idole métallique. Il n'y a aucune cohérence dans les descriptions de ce que le Baphomet serait censé être, ce qui devrait rendre les historiens méfiants quant à son existence en tant qu'objet unique et défini. Ce qui est cohérent, en revanche, c'est la description des armures de grade. Plusieurs témoins, interrogés indépendamment, dans des villes différentes, devant des commissions différentes, décrivent des pièces d'armure portant des symboles gravés remis lors des cérémonies de promotion. La cohérence est suffisante pour que même des historiens aussi prudents que Malcolm Barber, l'un des spécialistes anglophones les plus sérieux de l'histoire templière, ait noté dans son ouvrage de référence « The Trial of the Templar » que
la présence d'objets cérémoniels spécifiques au grade supérieur semble attestée par une convergence de témoignages suffisamment indépendants pour mériter attention. Barber ne va pas plus loin. Il ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'a pas accès aux objets eux-mêmes. Personne n'y a accès. Et c'est précisément là que nous revenons à la salle R7. En 2003, une chercheuse française du nom de Marguerite Fontenay, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, spécialisée en iconographie médiévale, obtient une accréditation exceptionnelle pour travailler dans les archives apostoliques vaticanes sur un projet portant sur les sceaux et insignes des ordres militaires médiévaux. Elle passe 18 mois à Rome, de janvier 2003 à juin 2004. À son retour, elle publie une thèse remarquée sur l'iconographie des sceaux templiers. Une thèse solide, précise, bien reçue dans le milieu académique. Ce qu'elle n'écrit pas dans la thèse, mais ce qu'elle va confier, prudemment, à une poignée de collègues lors d'une retraite académique en Dordogne en 2009, et ce que l'un de ses collègues, avec sa permission partielle, a fini par coucher par écrit dans un court article publié dans une revue confidentielle en 2016, c'est ce qui s'est passé un matin de mars 2004. Fontenay travaillait dans une salle de consultation habituelle des archives, quand, en demandant à un archiviste une liasse de documents dont elle avait besoin, elle est sortie de la pièce pour en attendre la livraison dans un couloir adjacent. Elle s'est retrouvée, par une série de circonstances banales et non planifiées, devant une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. La porte était entr'ouverte. Elle entendait des voix, des échanges professionnels entre archivistes. Par inadvertance, elle a regardé à travers l'embrasure. Elle a vu des étagères métalliques, des objets enveloppés dans des toiles épaisses, étiquetés avec des codes alphanumériques. Et sur une table, au centre de la salle, partiellement déballée comme si quelqu'un l'avait récemment sorti pour l'examiner, quelque chose de métallique et sombre. Elle n'a eu que quelques secondes avant qu'un archiviste remarque sa présence et ferme poliment mais fermement la porte. Ce qu'elle a vu en quelques secondes, un plastron d'armure, large, sombre, d'un métal qui lui a semblé exceptionnel pour sa conservation. Et sur sa surface, des gravures. Elle n'a pas eu le temps de les distinguer clairement. Mais elle en a eu assez pour dire à ses collègues, en Dordogne, 5 ans plus tard, que ces gravures n'étaient pas des symboles chrétiens et que leur complexité suggérait une maîtrise du travail du métal très supérieure à ce qu'on associe généralement aux armures de combat médiévales. Elle a demandé à l'archiviste, en sortant ce jour-là, ce qu'était cette salle. Il lui a répondu que c'était une section de conservation non accessible aux chercheurs externes. Elle a demandé ce qu'elle contenait. Il a souri poliment et a dit « Des choses qui attendent leur heure. Des choses qui attendent leur heure. » 700 ans après. La réaction de la communauté académique à l'émergence progressive de ces témoignages a été, globalement, de l'ignorer. Ce n'est pas de la mauvaise foi systématique. Il faut comprendre les mécanismes institutionnels qui sont à l'œuvre. Un historien universitaire dont la carrière dépend de publications dans des revues à comité de lecture, de financements obtenus sur des dossiers évalués par des pairs, de postes et de promotions décidés par des commissions composées de collègues, n'a aucun intérêt structurel à s'aventurer sur un terrain où les sources sont fragmentaires, les accès refusés et les témoignages non publiables dans les formats académiques habituels. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la rationalité institutionnelle. C'est peut-être pire, parce que ce que cette rationalité produit, dans les faits, c'est un cordon sanitaire autour de certaines questions. Non pas par complot organisé, non pas par décision consciente, d'un groupe de personnalités réunies autour d'une table pour décider ce qu'on va cacher, mais par l'effet naturel et silencieux d'un système qui récompense ceux qui évitent certains sujets et marginalise ceux qui les abordent. Heinrich Müller, le paléographe autrichien dont nous avons parlé plus tôt, a passé les dernières années de sa vie dans un isolement académique quasi total. Non pas parce qu'on avait réfuté ses recherches, mais parce qu'on avait cessé de l'inviter aux conférences, de citer ses travaux, de répondre à ses courriers.
Il est mort en 2009 dans son appartement de Vienne, entouré de 30 années de notes, de photocopies, de fiches cartonnées qui couvraient les murs de son bureau. Sa fille a essayé de faire don de ses archives à plusieurs institutions académiques. Aucune n'a accepté. Jean-Pierre Delacroix, dont nous avons aussi évoqué le destin, a continué ses recherches jusqu'à la fin. Son journal personnel, que sa fille a partagé avec plusieurs chercheurs après sa mort en 2018, est un document d'une intensité troublante. Il décrit, avec une précision méticuleuse, la transformation progressive de sa perception au fil de 30 ans de recherche. Les premières années, l'enthousiasme du chercheur qui croit avoir trouvé quelque chose d'important. Puis la résistance du monde académique, qui génère d'abord de la frustration, puis une forme de doute sur soi-même. « Suis-je fou ?» écrit-il en 1997. « Est-ce que je vois des connexions parce qu'elles existent ou parce que je veux qu'elles existent ?» Cette question est celle que tout chercheur honnête doit se poser. Elle est saine, elle est nécessaire. Et dans le cas de Delacroix, la réponse qui s'est progressivement imposée à lui n'était pas rassurante, pas dans le sens où on pourrait l'espérer. Il n'avait pas inventé les connexions. Elles étaient là. Il les avait tracées avec une rigueur documentaire que personne n'avait pris la peine de réfuter, seulement de ridiculiser. En 2006, 2 ans avant sa mort, il a rédigé ce qui constitue son document le plus synthétique et le plus convaincant. Un mémorandum de 40 pages qu'il a envoyé à une vingtaine de chercheurs, d'historiens et de journalistes. Le mémorandum s'appelle « L'armure et le silence ». Il y compile, pour la première fois de manière organisée, les traces documentaires de l'armure depuis sa saisie en 1307 jusqu'aux témoignages contemporains, en passant par les références intermédiaires qu'il avait passé 30 ans à déterrer. 3 des destinataires ont répondu. Un historien de l'Université de Lyon qui lui a dit que c'était intéressant mais invérifiable. Un journaliste de presse écrite qui lui a dit que c'était difficile à mettre en forme pour un grand public sans sources officielles. Et une personne dont il ne donne pas l'identité dans son journal, qu'il désigne simplement comme un homme de l'intérieur, qui lui a répondu en lui demandant de ne plus envoyer ce document à quiconque. Un homme de l'intérieur lui a demandé de se taire. Il ne l'a pas fait, mais il a commencé à avoir peur. Il décrit cette peur dans son journal avec une précision clinique. Pas une peur dramatique, pas une peur de film. Une peur sourde et permanente, la sensation d'avoir mis le doigt sur quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'une simple question d'inventaire médiéval. La sensation que le silence qui entourait ses recherches n'était pas le silence ordinaire de l'indifférence académique, mais quelque chose de plus délibéré, de plus organisé, de plus ancien. Et c'est peut-être cette dernière intuition de Delacroix qui est la plus importante, parce qu'elle pointe vers une réalité que les chiffres eux-mêmes confirment quand on prend la peine de les regarder. En 2012, l'historienne italienne Anna Calvi, professeure à l'Université de Bologne, publie dans la Rivista di Storia della Chiesa une revue académique sérieuse et peer-reviewed, un article sur les pratiques d'archivage du Vatican entre 1870 et 1950. Son article ne parle pas des Templiers. Il parle de procédures administratives d'archivage, mais dans une section consacrée au transfert de fonds documentaires et objectaux effectués pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle mentionne en une seule phrase que plusieurs lots d'objets médiévaux de provenance indéterminée ont été reclassés en sections non consultables entre 1943 et 1947 sur décision du secrétariat d'État, sans qu'aucune raison théologique ou conservatoire ait été officiellement documentée pour ce reclassement. En pleine guerre mondiale, une décision est prise de reclasser des objets médiévaux en sections non consultables, et on le fait précisément pendant l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire européenne, quand l'attention du monde est ailleurs, quand les archives sont menacées, quand personne ne vérifie les inventaires. Coïncidence ? Peut-être. Mais voici ce qui se passe en 1943 du côté des recherches historiques sur les Templiers.
une équipe d'archivistes allemands, mandatée par les Ahnenerbe, l'organisation pseudo-académique des SS, chargée de rechercher les racines de la civilisation aryenne, est active en Italie et cherche activement des objets liés aux ordres médiévaux. Les nazis s'intéressaient aux Templiers, pas pour des raisons historiques ordinaires, pour des raisons que leur propre documentation interne décrit comme la récupération de sources d'une puissance ancienne. Est-ce que le Vatican a reclassé des objets en sections non consultables en 1943, précisément pour les mettre hors de portée des équipes de l'Ahnenerbe? C'est une hypothèse. Elle n'est pas vérifiable avec les sources accessibles, mais elle est cohérente avec la chronologie et elle est plus rationnelle que l'hypothèse d'une coïncidence pure. Et si c'est cela qui s'est passé, si le Vatican a caché l'armure pour la protéger des nazis, la question qui suit immédiatement est: pourquoi ne l'a-t-il pas ressorti après la guerre? Pourquoi, en 1945, en 1950, en 1960, quand le danger était passé, les objets sont-ils restés en section non consultable? Qu'est-ce qui justifie 70 ans de silence supplémentaire? La réponse, si tant est qu'il y en ait une accessible, est peut-être dans ce que les gravures représentent vraiment. Ce que les gravures représentent vraiment. Voilà la question centrale, celle que tout ce récit n'a cessé de tourner autour sans jamais la regarder en face. Il est temps de le faire. Pour comprendre la nature des symboles gravés sur les armures de grade templières, il faut faire un détour par une source qu'on n'attendrait pas, les traités de métallurgie médiévale. Ce n'est pas une digression, c'est une entrée par la porte de service. Il existe, dans la collection de la Bibliothèque nationale de Florence, un manuscrit daté approximativement du milieu du XIIIe siècle, référencé sous la cote Magle 1934, connu parmi les rares spécialistes qui l'ont consulté comme le traité du métal vivant. Ce manuscrit est un texte technique sur les alliages métalliques et les techniques de forge avancées, rédigé par un auteur anonyme qui semble avoir eu accès à des sources arabes et byzantines rares pour l'époque. Le texte circule dans des milieux qui gravitent autour des ordres militaires, ce que l'on sait grâce à une note marginale en latin qui mentionne explicitement les frères du Temple comme destinataires possibles de certaines techniques décrites. Ce manuscrit a été étudié de manière sérieuse pour la première fois par un métallurgiste historien franco-britannique du nom de Peter Ashford dans les années 1990. Ashford, chercheur associé au Victoria and Albert Museum de Londres, a consacré 5 ans à l'analyse de ce texte et de ses implications pour notre compréhension des techniques métallurgiques des ordres militaires médiévaux. Ses conclusions, publiées en 1998 dans un volume spécialisé sur la métallurgie historique, sont remarquables. Ashford démontre que les techniques décrites dans le traité permettaient de créer, sur des surfaces métalliques, des gravures d'une précision et d'une profondeur inhabituelles pour l'époque, en utilisant un procédé chimique à base de composés acides, d'origine proche-orientale, que les Templiers auraient pu ramener de leur décennie de présence en Terre Sainte. Ces gravures auraient été non seulement décoratives, mais structurellement intégrées au métal, ce qui expliquerait leur durabilité exceptionnelle sur plusieurs siècles. Mais le point le plus intéressant de la recherche d'Ashford est ailleurs. Il porte sur ce que le traité décrit comme la fonction de ces gravures. Le texte traduit du latin médiéval approximatif dans lequel il est rédigé parle de gravures qui fixent dans le métal la mémoire de ce qui a été accompli, de sorte que l'objet lui-même devient témoignage. Cette formulation est singulière. Elle ne décrit pas une décoration, elle décrit un enregistrement. Un enregistrement de quoi? Le texte est évasif sur ce point. Il parle de connaissances que la voix ne peut transporter sans risque, et d'accords qui ne sauraient être écrits sur parchemin sans danger. Des connaissances trop risquées pour être transmises oralement. Des accords trop dangereux pour être mis par écrit sur un support fragile et lisible par n'importe qui, mais qui pourraient être gravés en symboles complexes sur le métal d'une armure portée par un dignitaire de haut rang et donc jamais séparé de son propriétaire jusqu'à la mort.
Cette interprétation, avancée prudemment par Ashford, a une implication vertigineuse. Les armures de grade templière auraient pu ne pas être simplement des objets symboliques de reconnaissance hiérarchique. Elles auraient pu être des supports de transmission d'informations, codés dans un langage symbolique que seuls les initiés de rang suffisant pouvaient déchiffrer. Ce qui change radicalement la question posée par leur existence. Ce n'est plus « pourquoi le Vatican refuse-t-il d'exposer une armure décorative ?» C'est « qu'est-ce que cette armure contient comme information, comme savoir, comme document codé, qui justifie 7 siècles de silence ?» C'est à ce stade des recherches qu'un autre chercheur entre dans notre histoire. Son nom est David Chen, historien des religions né à Hong Kong en 1968, professeur associé à l'Université McGill de Montréal depuis 2001. Chen a consacré l'essentiel de sa carrière au contact entre les ordres militaires chrétiens et les traditions ésotériques moyen-orientales au cours des croisades. Son approche est rigoureusement académique. Ses publications sont dans des revues à comité de lecture et il a l'avantage d'avoir accès à des sources en arabe et en persan que la plupart de ses collègues occidentaux n'ont pas. En 2011, Chen publie un article dans le Journal of Medieval History qui va, silencieusement et sans faire beaucoup de bruit à l'époque, changer les termes de la discussion. L'article s'intitule « Transmission Secretae, Occult Knowledge Transfer in the Latin Orient, 1150-1300 ». Il démontre, sur la base de sources arabes et syriaques, que les Templiers, lors de leur présence en Terre Sainte, ont développé des contacts suivis avec certains courants du soufisme islamique et avec des communautés ismaéliennes, notamment la communauté connue en Occident comme les Assassins, dont les relations avec les Templiers sont documentées et ont déjà été étudiées, mais dont Chen montre qu'elles allaient bien au-delà de simples arrangements militaires et diplomatiques. Ces contacts ont produit, selon Chen, des échanges de méthodes de transmission symbolique du savoir, c'est-à-dire de techniques pour encoder et préserver des informations dans des objets ou des textes, de manière à les rendre illisibles pour un non-initié. Les Templiers n'auraient pas inventé le concept des armures documents. Ils l'auraient emprunté ou adapté à partir de traditions existantes. L'article de Chen reçoit une attention respectable dans son domaine de spécialité. Personne ne fait le lien avec la question des armures vaticanes. Personne, sauf une personne. En 2014, Chen reçoit un courriel. Il en parle lors d'un entretien accordé à un podcast académique en 2019. Entretien qui reste l'une des sources primaires les plus importantes que nous ayons sur les événements des années suivantes. Le courriel vient d'un chercheur qui se présente comme archiviste à l'intérieur du Vatican, qui ne donne pas son nom, et qui dit simplement que l'article de Chen éclaire des questions qui sont ici au cœur d'un débat interne qui dure depuis des décennies. Chen répond. Une correspondance s'engage, prudente, fragmentée, avec des semaines de silence entre les échanges. Son correspondant ne révèle jamais son identité. Mais au fil de plusieurs mois, il confirme certaines choses. Il confirme l'existence du fondo spécial R7. Il confirme la présence d'objets d'origine templière dans cette section. Et il dit, dans un message que Chen cite de mémoire lors du podcast, parce qu'il a effacé la correspondance sur les conseils d'un juriste. Ce que ces objets représentent sur eux n'est pas de l'hérésie au sens où Philippe le Bel l'entendait. C'est quelque chose de plus précis, de plus dangereux pour une institution qui a bâti son autorité sur des fondements qu'elle préfère ne pas voir remis en question. Ce que ces objets représentent n'est pas de l'hérésie. C'est quelque chose qui remet en question les fondements d'une institution. Que peut représenter un symbole gravé sur du métal il y a 7 siècles qui soit capable de menacer les fondements institutionnels du Vatican en 2014? Pas une icône diabolique, pas un crâne rituel, pas un pentagramme. Ces images-là seraient grotesques, facilement rejetables, inoffensives dans leur absurdité spectaculaire. Non, pour constituer une menace réelle, ce qui est gravé sur cette armure doit être quelque chose de précis, de vérifiable, de documenté. Une information factuelle. Un fait historique.
Un document codé dont le contenu, s'il était déchiffré et rendu public, changerait quelque chose à la compréhension que nous avons des origines ou des fondements de l'Église. C'est l'hypothèse vers laquelle tout converge. Et voici ce qui lui donne sa force la plus troublante. En 2016, une équipe de chercheurs de l'Université de Barcelone, travaillant sur un projet de numérisation de documents médiévaux ibériques, tombe sur un ensemble de lettres conservées dans les archives de la cathédrale de Tarragone. Ces lettres, datées de 1309 à 1312, sont des échanges entre l'archevêque de Tarragone et plusieurs dignitaires ecclésiastiques liés au procès templier dans le royaume d'Aragon. Les procès en Aragon ont été moins brutaux qu'en France. Les templiers aragonais ont été mieux traités. Certains ont même été acquittés, ce qui a toujours intrigué les historiens. Dans ces lettres, on trouve quelque chose que les chercheurs barcelonais publient avec une certaine nervosité dans leur rapport de numérisation, parce qu'ils n'ont pas les outils pour l'interpréter. Plusieurs références à ce qu'ils traduisent comme « les preuves portées sur le métal », associées à des discussions sur la prudence nécessaire face à ce qui pourrait être mal compris si cela devenait public. Les preuves portées sur le métal. Les lettres de Tarragone, datées de 1309 à 1312, parlent de preuves portées sur le métal qui ne doivent pas devenir publiques. Le rapport de numérisation barcelonais est publié dans une base de données académiques en ligne avec des centaines d'autres documents. Il passe inaperçu pendant 2 ans. C'est David Chen qui, en faisant des recherches pour un tout autre projet, tombe dessus en 2018. Il reconnaît immédiatement la formulation. Il la recoupe avec la correspondance de son mystérieux archiviste Vatican. Il contacte l'équipe de Barcelone. Ce qui suit est une période de 6 mois de recherches intenses et collaboratives qui aboutit, en 2019, à ce que Chen a appelé, lors du podcast déjà mentionné, la connexion qui a tout changé. Les lettres de Tarragone mentionnent plusieurs fois un dignitaire templier aragonais, du nom de Guillem de Cardona. Ce nom est connu des spécialistes. Guillem de Cardona était un précepteur de haut rang, l'un des dignitaires de l'ordre les plus importants dans la péninsule ibérique à la fin du XIIIe siècle. Il a été arrêté en 1307, a comparu devant une commission d'enquête en Aragon et a ensuite disparu des archives. On avait supposé qu'il était mort en détention. Les lettres de Tarragone révèlent quelque chose de différent. Guillem de Cardona a été transféré, non pas vers un tribunal plus sévère, mais vers Rome. Directement, sur ordre pontifical, en 1310. Et les lettres indiquent qu'il n'est pas allé à Rome seul. Il a été transféré avec ses affaires personnelles. Formulation qui, dans le contexte de ce que nous savons sur les armures de grade, prend une signification particulièrement lourde. Guillem de Cardona, précepteur templier de haut rang, est arrivé à Rome en 1310. On ne le retrouve plus dans aucun document après cette date. Pas dans les registres des prisons pontificales, pas dans les registres des couvents ou monastères qui accueillaient les anciens templiers après la dissolution, pas dans les actes notariaux, pas dans les registres funéraires. Guillem de Cardona arrive à Rome en 1310 avec ses affaires personnelles et disparaît. Mais ses affaires personnelles, elles, sont peut-être restées. C'est le moment où la chronologie des preuves s'aligne de manière presque impossible à ignorer. 1310. Guillem de Cardona arrive à Rome avec ses affaires. 1309. Le registre de la baillie de Paris mentionne une armure de chevalier de haut rang, ornée de symboles non chrétiens, transférée aux soins de l'envoyé apostolique. Les 2 dates ne concordent pas parfaitement, mais elles sont dans un intervalle qui pourrait s'expliquer par le temps de transfert et de logistique entre différentes commanderies saisies. Et surtout, elles concordent sur un point central. Dans les 2 cas, il s'agit d'objets de haut rang transférés directement sous la garde pontificale, hors des circuits ordinaires de saisie royale. David Chen, en 2019, soumet ces connexions à 2 historiens médiévistes, qu'il ne nomme pas, mais qui sont
selon ses propres indications, basées respectivement en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le premier lui dit que les connexions sont séduisantes mais non concluantes. Le deuxième ne répond pas pendant 3 semaines, puis envoie un message bref qui dit simplement « Où avez-vous trouvé les lettres de Tarragone? Avez-vous le texte complet ?» Ce deuxième chercheur finit par contacter Chen par téléphone. La conversation, dont Chen livre quelques extraits dans le podcast, dure 2 heures. Le chercheur confirme que les connexions identifiées par Chen sont cohérentes avec des choses que j'ai vues de mon côté et que je n'ai jamais publiées. Il refuse d'être nommé. Il refuse de publier conjointement. Mais il dit une chose qui reste dans la mémoire de Chen, comme la formulation la plus précise qu'il ait jamais entendue sur le sujet. Il dit « Ce qui est sur cette armure, si c'est ce que je pense, n'est pas un symbole démoniaque. C'est une cartographie. Et ce qu'elle cartographie, c'est quelque chose que l'Église aurait préféré ne jamais avoir existé. Une cartographie, pas une icône, pas un symbole rituel. Une cartographie de quelque chose que l'Église aurait préféré ne jamais avoir existé. » Chen, lors du podcast, refuse d'aller plus loin dans la spéculation sur ce que cette cartographie pourrait représenter. Il est trop rigoureux pour cela, trop conscient de la frontière entre ce qui est documenté et ce qui est hypothèse. Mais il dit quelque chose que les auditeurs du podcast ont abondamment commenté. Si vous regardez ce que les Templiers savaient, ce qu'ils ont vu, ce à quoi ils ont eu accès pendant presque 2 siècles en Terre Sainte, dans les lieux les plus sacrés du christianisme, et si vous réfléchissez à ce qu'un homme de leur niveau aurait pu vouloir fixer de manière permanente et coder sur un objet indestructible, la liste n'est pas très longue. La liste n'est pas très longue, et elle est terrifiante dans ses implications. Il y a une chose que les grandes institutions partagent avec les êtres humains. Elles gardent leurs secrets les mieux gardés, non pas en les niant, mais en rendant la question elle-même inaudible, en faisant en sorte que personne ne la pose, ou que ceux qui la posent semblent si marginaux, si obsessionnels, si peu sérieux, que la question elle-même se disqualifie par association. C'est ce qui s'est passé pendant des décennies avec l'armure. Mais il arrive un moment où le cordon sanitaire commence à se fissurer. Pas spectaculairement, pas en un événement unique et dramatique, mais par l'accumulation lente et inévitable des fils qui convergent. En 2021, une initiative qui n'avait rien à voir avec les Templiers allait, par un de ces hasards que les historiens appellent sérendipité et que les complotistes appellent providence, ouvrir un nouveau front dans cette histoire. Le projet Heritas, financé par l'Union européenne, est un programme de numérisation et d'analyse au scanner 3D d'objets métalliques médiévaux conservés dans des collections ecclésiastiques européennes. Son objectif officiel est la préservation numérique du patrimoine. Ces chercheurs, une équipe internationale d'ingénieurs et d'historiens de l'art, ont obtenu des accès à des collections dans plusieurs pays, dont certaines appartenant au Vatican. L'accès accordé par le Vatican était limité et contrôlé. Une 40aine d'objets ont été scannés, tous sélectionnés par les conservateurs Vatican eux-mêmes. Rien de surprenant n'en est sorti, du moins rien qui ait été publié dans les rapports officiels du projet. Mais un ingénieur de l'équipe, qu'on identifiera simplement comme un chercheur basé en Belgique, a accordé un entretien anonyme à un journaliste indépendant en 2022. Dans cet entretien, il décrit une chose précise. Lors d'une journée de travail dans les installations vaticanes, l'équipe du projet Heritas a demandé à scanner quelques objets supplémentaires présents dans la salle où il travaillait. Des objets qui n'étaient pas sur la liste officielle, mais qui étaient visibles dans l'espace de travail. La réponse des conservateurs a été immédiate et ferme. Non. Les objets en question avaient été apportés dans la salle, semble-t-il, depuis une section adjacente, pour une raison que l'équipe n'a pas su déterminer. Peut-être un déplacement de routine, peut-être une inspection interne. L'ingénieur décrit ces objets comme des pièces métalliques de grande taille, sombres, qui ressemblaient à des armures ou à des éléments d'armure médiévale. L'ingénieur a essayé, dans les jours qui ont suivi,
de trouver sur la liste officielle des collections vaticanes une référence à ces objets. Il n'en a pas trouvé. Il a posé la question à un conservateur de manière anodine. Le conservateur lui a dit que tout ce qui est dans nos locaux est dûment inventorié et catalogué selon nos propres systèmes, qui ne sont pas tous publics. Pas tous publics. Le Vatican maintient des inventaires privés d'objets en sa possession. Ce n'est pas en soi scandaleux. C'est une réalité administrative. Mais dans le contexte de tout ce que nous avons décrit, cela prend une couleur particulière. Et puis, il y a le silence le plus éloquent de tous, celui du Vatican lui-même. En 2019, la journaliste française Élise Marchand, travaillant pour une publication d'investigation culturelle, a soumis au bureau de presse du Saint-Siège une série de questions précises. Elle demandait si le Vatican possédait des objets d'origine templière dans ses collections. Elle demandait si ces objets étaient accessibles aux chercheurs accrédités. Elle demandait si une section non consultable, correspondant à la description du Fondo Special R7, existait dans les archives ou les collections de l'institution. Les réponses ont été rédigées avec une précision remarquable. Le bureau de presse a confirmé que les archives apostoliques vaticanes conservaient divers documents relatifs au procès des Templiers, dont certains ont fait l'objet de publications académiques. Il a précisé que la politique d'accès aux archives est définie par des règlements académiques qui permettent aux chercheurs qualifiés de consulter les fonds disponibles. Et à la question sur le Fondo Special R7 spécifiquement, la réponse a été la suivante. Nous ne commentons pas les désignations internes de classification qui peuvent ou non correspondre à celles mentionnées dans votre question. Ni confirmation ni démenti. La formulation classique de qui sait exactement ce dont on parle est choisie de ne ni confirmer ni démentir. Mais l'absence de réponse est en elle-même une forme de réponse, parce que si le Fondo Special R7 n'existait pas, il aurait été infiniment plus simple de le dire. Cette désignation ne correspond à aucun fonds de nos archives, aurait été la réponse naturelle, immédiate, d'une institution qui n'aurait rien à cacher sur ce point précis. On ne commente pas ce qui n'existe pas. On le nie. Revenons maintenant aux témoins, ceux dont nous avons parlé, et quelques autres. Parce que ce qui est peut-être le plus fascinant dans toute cette histoire, c'est ce que l'armure a fait aux gens qui en ont approché le secret. Heinrich Müller est mort dans un isolement académique total, entouré de 30 ans de recherche que personne ne voulait regarder. Mais dans les dernières pages de ses carnets, retrouvés par sa fille dans l'appartement de Vienne, il y a quelque chose d'inattendu. Pas de l'amertume, pas de la colère, une sorte de paix étrange. Il écrit, dans les semaines avant sa mort, « J'ai passé ma vie à chercher ce que les Templiers ont caché. Je comprends maintenant qu'ils ne cherchaient pas à cacher pour dissimuler. Ils cherchaient à préserver. La différence est essentielle. Ceux qui ont caché après eux cherchaient à dissimuler. Et c'est cette distinction qui explique tout. Ceux qui ont caché après eux. Le Vatican comme gardien d'un secret qu'il n'a pas créé, mais dont il a hérité et qu'il ne sait plus très bien ni comment exposer, ni comment détruire. Jean-Pierre Delacroix, dans les dernières pages de son journal, quelques semaines avant sa mort, revient sur la question qu'il avait hantée pendant 30 ans. « Suis-je fou ?» avait-il écrit en 1997. En 2017, il écrit « Je ne suis pas fou, mais je comprends maintenant pourquoi on préfère que les gens qui posent ces questions semblent fous. C'est plus simple que d'y répondre. » Marguerite Fontenay, la chercheuse qui a entrevu l'armure à travers la porte entr'ouverte en 2004, n'a plus fait de recherche sur ce sujet après son retour en France. Elle a continué sa carrière, publié des travaux solides sur l'iconographie médiévale, obtenu des promotions. En 2020, lors d'une interview donnée à une radio universitaire sur l'histoire des ordres militaires, l'intervieweur lui pose une question sur les archives vaticanes. Elle répond avec une précision professionnelle, sans un mot de trop. Mais à la fin de l'entretien, quand l'enregistrement officiel est terminé et que le micro est censé être éteint,
elle dit quelque chose que le technicien a capturé par inadvertance et qui a circulé depuis dans les milieux des chercheurs intéressés par ces questions. Elle dit « Vous savez ce qui m'a le plus frappé ce matin de mars 2004 ? Pas les gravures, pas l'état de conservation exceptionnel du métal. Ce qui m'a frappé, c'est que l'archiviste n'avait pas peur que j'aie vu quelque chose. Il avait l'air soulagé, comme si quelqu'un, quelque part, attendait que quelqu'un d'autre voie enfin. Comme si quelqu'un attendait que quelqu'un d'autre voie enfin. » Cette phrase est peut-être la plus perturbante de toutes celles que nous avons rencontrées dans ce récit, parce qu'elle suggère quelque chose sur lequel ni les archives, ni les documents, ni les analyses académiques ne peuvent réellement nous informer. La dimension humaine, intérieure, de ceux qui gardent ce secret depuis des générations. Garder un secret pendant 7 siècles, c'est une chose extraordinaire. Pas pour une institution abstraite, mais pour les hommes et les femmes concrets qui, génération après génération, ont ouvert les mêmes portes, regardé les mêmes objets et décidé, chacun à leur tour, de ne pas en parler. Certains l'ont fait par obéissance, certains par conviction, certains, peut-être, parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes ce que cela signifiait, ce qu'ils gardaient, pourquoi cela importait, et peut-être certains parce qu'ils comprenaient trop bien. Il y a un dernier fil dans cette histoire, le plus récent, et celui qui laisse le moins de place au doute sur le fait que quelque chose, en ce moment, est en train de changer dans la manière dont cette question est traitée à l'intérieur même de l'institution qui garde le secret. En 2022, le pape François a accordé une interview à un journal espagnol dans laquelle il a abordé, de manière inattendue et sans qu'on le lui ait demandé directement, la question des archives vaticanes et de la transparence historique. Il a dit, mot pour mot, « Certaines choses ont été gardées dans l'ombre trop longtemps, non pas par mauvaise volonté, mais par habitude. L'habitude du silence est la pire ennemie de la vérité, même quand le silence était, à l'origine, une forme de protection. L'habitude du silence comme protection. Une protection de quoi? De qui? Contre quoi? La formulation est assez vague pour être anodine si on ne connaît pas le contexte. Dans le contexte de tout ce que nous avons décrit, elle prend une résonance particulière. Est-ce que le pape parlait de l'armure? Probablement pas directement, mais est-ce qu'il parlait d'une catégorie de choses dont l'armure fait partie? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre avec certitude. Ce qui est certain, c'est que des mouvements se produisent en ce moment même, dans des milieux académiques et dans des cercles plus difficiles à cartographier. Des chercheurs qui ne se connaissaient pas il y a 5 ans commencent à se trouver, à se parler, à croiser leurs données. Le projet de David Chen, qui après 2019 a élargi son réseau de collaborateurs, inclut maintenant une douzaine de chercheurs dans 6 pays différents qui travaillent sur différents aspects de la même question, la nature des informations que les Templiers auraient pu encoder dans leurs objets de grade et le sort de ces objets après 1307. Ce travail collectif n'a pas encore produit de publication majeure. Il n'est pas encore arrivé au point où les connexions sont suffisamment solides et documentées pour survivre au processus de peer review académique le plus rigoureux. Mais il progresse, et plusieurs des chercheurs impliqués ont commencé prudemment à faire des demandes d'accès aux archives vaticanes avec des formulations très précises, ciblant des fonds spécifiques, des inventaires particuliers. Ces demandes, à ce jour, ont reçu les réponses habituelles, refus poli, redirection vers des fonds accessibles, formules standardisées. Mais une chose a changé selon Chen, la vitesse des réponses a diminué. Là où 10 ans plus tôt, les demandes restaient sans réponse pendant des mois, les nouvelles demandes reçoivent maintenant des réponses en quelques semaines. Ce qui, dans la logique kafkaïenne des archives institutionnelles, peut signifier 2 choses opposées. Soit la question est suffisamment banale pour mériter une réponse rapide et distraite, soit elle est suffisamment sérieuse pour mériter une attention immédiate et contrôlée. Chen penche pour la deuxième interprétation. Il n'en est pas certain. Il n'est certain de presque rien dans cette histoire. Et c'est peut-être cela, finalement, qui est le plus proche de l'honnêteté que ce récit puisse offrir.
Nous ne savons pas exactement ce que contient la salle R7. Nous ne savons pas avec certitude si l'armure qui y se trouve est bien celle de Guillem de Cardona. Nous ne savons pas ce que représentent précisément les gravures, si elles sont une cartographie de quelque chose, si elles sont un document codé, si elles sont une simple décoration rituelle dont l'importance aurait été dramatiquement surestimée par 7 siècles de secrets mal justifiés. Ce que nous savons, avec une solidité documentaire suffisante pour être dit à voix haute, c'est ceci. En 1307, des objets de grade templier, d'une nature symbolique inhabituelle, ont été saisis. L'un au moins de ces objets a été transféré directement sous garde pontificale plutôt que d'être intégré aux saisies royales ordinaires. Des documents datant de 1309 à 1347 font référence à des objets portés sur le métal, dont l'exposition publique est jugée problématique par les autorités ecclésiastiques. En 1947, des objets médiévaux sont reclassés en sections non consultables dans les archives et collections vaticanes, sans justification documentée. Plusieurs chercheurs accrédités ou ayant eu accès aux locaux du Vatican au cours des 40 dernières années ont eu des aperçus ou des confirmations indirectes de l'existence d'objets d'origine templière en sections non accessibles. Les demandes officielles d'information reçoivent des réponses qui ne nient pas l'essentiel, mais ne le confirment pas non plus. Et une institution qui expose fièrement des millénaires d'histoire humaine, qui publie des facsimilés de ses documents les plus précieux, qui invite les chercheurs du monde entier à travailler dans ces fonds, refuse de montrer une armure médiévale. Voilà les faits. Et les faits, seuls, posent une question à laquelle nous n'avons pas de réponse satisfaisante. Mais voici ce qui devrait vous tenir éveillé, et pas de la manière dont les histoires d'horreur vous tiennent éveillé, pas par la peur de quelque chose d'imaginaire dans l'obscurité. De la manière dont la réalité vous tient éveillé quand vous comprenez soudainement que quelque chose d'important a été décidé sans vous, très loin de vous, depuis très longtemps. L'armure de Guillem de Cardona, ou de qui que ce soit d'autre, existe peut-être encore quelque part dans les sous-sols du Vatican. Elle attend depuis 700 ans. Et la question qui se pose n'est pas seulement « qu'est-ce qu'elle représente ?» La question, la vraie, celle qui devrait nous empêcher de dormir, c'est combien d'autres objets attendent comme elle? Combien d'autres salles ont un numéro que les catalogues officiels ne mentionnent pas? Combien d'autres chercheurs ont regardé à travers une porte entr'ouverte et se sont retrouvés face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer, qu'ils ne pouvaient pas publier, qu'ils ne pouvaient pas oublier? L'histoire que les institutions nous racontent d'elles-mêmes est toujours une histoire incomplète. Pas nécessairement mensongère, simplement incomplète. Ce que nous appelons l'histoire officielle est toujours la somme de ce que les gardiens du passé ont décidé, à chaque génération, de nous laisser voir. Et les décisions de ne pas laisser voir, elles, ne figurent nulle part dans les manuels. Muller l'avait compris. Delacroix l'avait compris. Fontenay, en regardant à travers cette porte, l'a compris en une fraction de seconde, avec une certitude physique qu'aucune analyse académique ne lui avait jamais donnée. Nous héritons d'une version du passé dont nous ne choisissons pas les lacunes. Nous n'avons pas voté pour ce silence. Nous n'avons pas été consultés. Et le plus vertigineux n'est pas ce qui est caché. Le plus vertigineux, c'est que nous ne saurons peut-être jamais ce que nous ne savons pas. L'armure attend. La question demeure. Et quelque part, dans un couloir d'une institution qui compte ses secrets parmi ses trésors les mieux gardés, un archiviste ferme une porte et retourne à son bureau. Il a fait ce geste des milliers de fois. Il le fera des milliers de fois encore. Et chaque fois qu'il ferme cette porte, il prend une décision que personne ne lui a demandé de prendre et que personne ne lui demandera jamais de justifier. Que nous cache-t-on d'autre ?